À Felice Bauer, Prague, 27 octobre 1912. Mademoiselle, enfin à 8 heures du soir, c'est dimanche, je peux vous écrire. Et pourtant, tout ce que j'ai fait pendant toute la journée visait à ce que je puisse le faire dès que possible. Passez-vous de joyeux dimanches? Mais c'est sûr, après votre travail considérable. Pour moi, le dimanche est depuis 1 mois et demi un enchantement, dont je vois la lueur dès le lundi matin tôt à mon réveil. Le problème, c'est de traîner la semaine jusqu'au dimanche, de tirer le travail au-delà des jours de la semaine, et j'ai moi aussi beau faire le vendredi venu, habituellement, on n'avance plus. Quand on passe ainsi une semaine heure par heure, guère plus attentif, même de jour, que l'insomniaque durant la nuit, et qu'on regarde autour de soi dans la machinerie inflexible d'une telle semaine, il y a de quoi être encore vraiment heureux que ces journées désolées qui se construisent ne reviennent pas pour commencer de nouveau, mais qu'elles s'en aillent entièrement, et qu'enfin, pour reprendre son souffle, commence le soir et la nuit. Je suis aussi plus gai, mais pas aujourd'hui. Ma promenade dominicale, j'en ai été privée à cause d'un temps pluvieux. Puis j'ai passé, ce qui ne contredit ma phrase d'introduction qu'en apparence, la moitié de la journée dans mon lit. Le meilleur endroit pour la tristesse et la méditation. Les Turcs sont battus, ce qui pourrait m'amener, tel un faux prophète, à prêcher la retraite non seulement aux soldats, mais pour tout un chacun. C'est aussi un grand coup porté à nos colonies, et il ne reste rien d'autre à faire que de s'enfoncer aveugle et sourd dans ces autres travaux. Mais quelle conversation distrayante je vous propose là, chère mademoiselle. Dois-je me lever et abandonner l'écriture? Mais peut-être voyez-vous à travers tout cela que je suis quand même très heureux, et ainsi je peux encore rester et continuer à écrire. Vous évoquez dans votre lettre combien vous vous sentiez mal à l'aise lors de cette soirée à Prague, et sans que vous vouliez le dire et sans même que vous le pensiez, ce qui ressort de ce passage, c'est que l'état de malaise ne s'est révélé qu'en ma présence, car auparavant Max avait à peine parlé de son opérette, qui du reste ne lui a pas créé beaucoup de soucis et d'inquiétudes, et je n'avais pas encore perturbé l'unité de la soirée avec mon paquet ridicule. Du reste, c'était alors justement une époque où j'avais coutume de faire une plaisanterie à Otto Brod, qui tient à aller se coucher ponctuellement. Avec mes fréquentes visites et avec une vivacité particulière qui grandissait aussi avec l'avancement de la pendule, je l'empêchais d'aller dormir jusqu'à ce que toute la famille réunisse ses forces et, en toute affection bien sûr, me pousse hors de l'appartement. Par conséquent, mon apparition à une heure si tardive, il devait être déjà 9 heures passées, constituait une certaine menace. Il y avait conjointement dans toutes les têtes de la famille 2 visiteurs qui se faisaient face, vous, à qui on allait sûrement manifester de la bienveillance et de la politesse, et moi, le trublion professionnel. Pour vous, on a par exemple joué du piano. Pour moi, par exemple, Otto s'est battu à l'épée contre le garde-feu du poêle, ce qui constituait une allusion à mon encontre sur l'heure du sommeil et que j'avais déjà bien intégré, mais pour qui ne le savait pas, avait l'air fort absurde et lassant. Je n'étais pas le moins du monde préparée à faire face à une visite, mais j'avais pris un rendez-vous avec Max pour venir à 8 heures. Je suis venue comme d'habitude 1 heure plus tard, afin de discuter avec lui de l'ordre des textes du manuscrit, dont je ne m'étais jusque-là jamais souciée, même si le lendemain matin il devait être envoyé. Et voilà que je tombe sur une visite, ce qui m'a un peu contrariée. Or, contrairement à ce mouvement d'humeur,
Il s'est une nouvelle fois avéré que je n'étais pas du tout surpris par cette visite. Je vous ai tendu la main au-dessus de la grande table avant même de vous être présenté, et bien que vous ne vous soyez levé qu'à peine et que vous n'ayez eu sans doute aucune envie de me tendre la main. Je ne vous ai vu que furtivement, me suis assis et tout me semblait parfaitement en ordre. C'est à peine si je sentais de votre part un léger encouragement, alors que les personnes étrangères au sein d'une société de connaissances me font toujours cet effet. En fin de compte, si je ne pouvais pas parcourir le manuscrit avec Max, la présentation des photographies de Thalie serait une très belle alternative. Pour ce terme, qui décrit très bien l'impression que j'ai eue, je pourrais aujourd'hui, où je suis si loin de vous, loin de moi, me battre. Vous aviez pris très au sérieux l'examen des photographies et vous n'avez levé le regard que lorsque Otto donnait une explication ou que je vous passais une nouvelle photo. Il est arrivé à l'un de nous, je ne sais plus à qui, lors du commentaire des photographies, je ne sais quel malentendu comique. Pour contempler les photographies, vous aviez quitté la table et lorsque Max a fait je ne sais quelle remarque au sujet du repas, vous aviez à peu près dit qu'il n'y a rien de plus abominable que des personnes qui mangent tout le temps. Entre-temps, le téléphone a sonné. C'est longtemps après, à 11 heures du soir, quand commence d'habitude mon véritable travail, mais je ne peux pas me dégager de cette lettre. Il sonnait donc et vous parliez de la première scène de l'opérette La fille à l'auto que vous aviez entendue au Residence Theater. Y a-t-il un théâtre de la résidence? Et était-ce une opérette? Où il y a 15 personnes sur scène et où, depuis une antichambre dans laquelle on entend un téléphone sonner, entre quelqu'un qui va demander à chacune de ces personnes séparément et successivement avec la même formule d'aller au téléphone. Je sais encore cette formule, mais j'ai honte de l'écrire parce que je n'arrive pas à la prononcer correctement et à plus forte raison à la transcrire. Bien que je l'ai alors non seulement bien entendue, mais encore lue sur vos lèvres. Bien qu'elle m'ait traversé l'esprit de nombreuses fois depuis, et que je m'évertue toujours à trouver la bonne formulation. Je ne sais pas comment alors, non auparavant, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore assis près de la porte et donc de biais en face de vous. On en est venu à parler de bagarre et de frères et sœurs. On a cité les noms de certains membres de la famille dont je n'avais jamais entendu parler. On a prononcé le nom de Ferry. Serait-ce par hasard votre frère? Et vous avez raconté que, quand vous étiez une petite fille, vous aviez souvent été battue par vos frères et vos cousins, par monsieur Friedman aussi, et que vous vous sentiez vraiment incapable de vous défendre. Vous avez glissé votre main le long de votre bras gauche, qui à l'époque était sans doute plein de taches bleues. Mais vous n'aviez pas du tout l'air dolent et je n'arrivais pas, sans demander des comptes bien précis, bien entendu, à comprendre comment quelqu'un avait pu se permettre de vous battre, alors même qu'à l'époque vous n'étiez encore qu'une petite fille. Puis vous avez fait remarquer une fois, incidemment, alors que vous étiez en train de regarder quelque chose ou de lire, vous ne leviez alors que bien trop peu vos yeux et c'était pourtant une soirée si courte que vous aviez appris l'hébreu. D'une part, j'ai considéré cela avec surprise. D'autre part, je n'aurais pas voulu. Ce ne sont là que les opinions de ce moment-là et elles ont longuement été passées à travers un tamis très fin, qu'on évoque cela d'une façon si ostensible. Et ainsi, je me suis aussi secrètement réjouie quand plus tard, vous n'avez pas réussi à traduire littéralement Tel Aviv.
Alors il s'est aussi avéré que vous étiez sioniste et cela m'a bien plu. C'est encore dans cette pièce qu'on a aussi parlé de votre métier et Madame Brod a évoqué une belle robe de Baptiste qu'elle avait vue dans votre chambre d'hôtel parce que vous alliez peut-être à quelque mariage qui, j'invente plus que je ne m'en souviens, devait se passer à Budapest. Lorsque vous-même, lorsque vous vous êtes levé, on a pu voir que vous portiez des pantoufles de Madame Brod parce que vos bottines devaient sécher. Toute la journée durant, il avait fait un temps exécrable. Ces pantoufles vous déconcertaient quelque peu et vous m'avez dit à la fin du parcours à travers l'obscure pièce du milieu que vous aviez l'habitude de porter des mules à talons. De telles pantoufles étaient une nouveauté pour moi. Dans le salon de musique, vous étiez assise en face de moi et j'ai commencé à me déployer avec mon manuscrit. On m'a donné de toutes parts d'étranges conseils pour l'envoi et je n'arrive plus à retrouver lesquels étaient les vôtres. En revanche, je me souviens encore de quelque chose qui s'est passé dans l'autre pièce et qui m'a tellement étonnée que j'ai frappé sur la table. Vous aviez bien dit que recopier des manuscrits vous faisait plaisir et que, de fait, vous copiez aussi des manuscrits à Berlin pour un monsieur quelconque. Ce mot sonne sacrément mal quand il n'est suivi d'aucun nom et d'aucune explication. Et vous avez prié Max de vous envoyer des manuscrits. La meilleure chose que j'ai pu faire au cours de cette soirée, c'est que j'avais par hasard emporté un numéro de Palastina, et pour cette raison, qu'on me pardonne tout le reste. On a parlé du voyage en Palestine, et ce faisant, vous m'avez tendu votre main, ou mieux je l'ai attirée, grâce à une inspiration vers moi. Pendant qu'on jouait du piano, j'étais assis de biais derrière vous, vous aviez croisé une jambe sur l'autre et tiré à plusieurs reprises sur votre coiffure que je ne peux pas me représenter vue de devant, mais dont je sais, au moins durant l'audition du piano, qu'elle se défaisait un peu sur le côté. Plus tard, bien entendu, cette société s'est dispersée. Madame Brod somnolait sur le canapé, Monsieur Brod était occupé dans sa bibliothèque. Otto se battait avec le garde-feu du poêle. On a parlé des livres de Max, vous avez dit quelque chose au sujet d'Arnold Beer, évoqué une critique dans Ost und West, tout en feuilletant un volume des œuvres de Goethe, paru dans l'édition des Propylées. Vous aviez aussi commencé à lire Le Château d'Ornepig, mais sans pouvoir arriver jusqu'au bout. À cette remarque, je me suis figé, vraiment stupéfait, pour moi-même, pour vous et pour tous. N'était-ce pas là une inutile et une inexplicable offense? Et pourtant vous avez mené à terme, telle une héroïne, cette discussion qu'on ne pouvait apparemment pas sauver, alors que nous regardions tous votre tête penchée sur le livre. Il s'est avéré que ce n'était pas une offense, ni même la moindre sentence, mais rien qu'une réalité dont vous vous étonniez vous-même. Et voilà pourquoi, à l'occasion, vous aviez l'intention de vous replonger dans ce livre. Cela n'aurait pas pu se dénouer de plus belle façon, et nous étions tous un peu penauds devant vous. Pour passer à autre chose, monsieur le directeur a apporté le volume d'illustration de l'édition des Propylées et nous a annoncé qu'il vous ferait voir Goethe en caleçon. Vous avez alors cité « Il reste un roi même en caleçon ». Et cette citation était la seule chose qui, au cours de cette soirée, m'avait déplu en vous. J'ai senti devant ce désagrément ma gorge se serrer et j'aurais dû en fait me demander ce qui suscitait en moi un tel intérêt. Mais je suis tout à fait imprécis. Quant à la vitesse avec laquelle à la fin vous êtes sorti de la pièce et revenu dans vos bottines, elle m'a fait perdre contenance.
La comparaison avec une gazelle que Madame Brod a faite à 2 reprises ne m'a pas plu. Je vous vois encore assez précisément remettre votre chapeau et enfoncer vos aiguilles. Le chapeau était assez grand. À la base, il était blanc. Dans la rue, je suis tombée immédiatement dans mon état crépusculaire, pas vraiment rare, dans lequel je ne reconnais clairement plus rien d'autre que ma propre inutilité. Dans la Perlegassen, vous m'aviez demandé, peut-être pour me tirer de mon pénible mutisme, où j'habitais, et vous vouliez bien sûr savoir si le chemin pour rentrer chez moi et celui qui mène à votre hôtel étaient convergents ou non. Moi, malheureusement, malheureux imbécile, en réponse, j'ai demandé si vous vouliez connaître mon adresse. Visiblement, dans l'hypothèse qu'à peine arrivé à Berlin, vous m'écririez avec l'ardeur du feu à propos du voyage en Palestine et que vous ne voudriez pas vous mettre dans la situation désespérée de ne pas avoir tout de suite mon adresse sous la main. Ce que j'avais réussi à faire là m'a bien sûr encore troublé sur le chemin restant, dans la mesure où il y avait alors quelque chose à troubler en moi. Déjà en haut, dans la première pièce, puis de nouveau dans la rue, on a évoqué un monsieur de votre filiale de Prague avec qui vous étiez allé en voiture dans le quartier du Ratchin. Ce monsieur semblait vouloir m'empêcher d'arriver tôt le matin à la gare avec des fleurs, ce que depuis quelque temps j'avais résolu de faire de façon incertaine. L'heure précoce de votre départ, l'impossibilité de se procurer des fleurs si tôt ont facilité mon renoncement. Dans la Hauptgasse et au Graben, c'était surtout monsieur le directeur Brod qui avait la parole et vous n'aviez raconté que cette histoire. Comment votre mère, après avoir entendu votre claquement de main, vous faisait ouvrir la porte cochère. Une histoire du reste à propos de laquelle vous me devez encore une explication. D'ailleurs, le temps a été honteusement gâché par des comparaisons entre la circulation à Prague et à Berlin. Mais on a aussi évoqué, si je ne fais pas erreur, que vous aviez pris un goûter dans la maison de la municipalité, en face de votre hôtel. Finalement, monsieur Brod vous a encore donné quelques conseils pour votre voyage et vous a indiqué quelques stations ferroviaires où vous pourriez manger quelque chose. Vous aviez l'intention de prendre votre petit déjeuner au wagon-restaurant. J'ai aussi entendu que vous aviez oublié votre parapluie dans le train et ce petit détail, pour moi c'est un détail, m'a apporté un nouvel aspect pour votre portrait. Que vous n'ayez pas encore fait vos valises et que vous vouliez encore lire au lit, cela m'a inquiété. La nuit précédente, vous aviez lu jusqu'à 4 heures du matin. Pour vos lectures de voyage, vous aviez emporté Björnson, des drapeaux sur la ville et au port, et Andersen, livre d'images sans images. J'avais l'impression que j'aurais pu deviner ces livres, ce que je n'aurais bien sûr pas été en mesure de faire dans ma vie. En entrant dans la même alvéole de la porte à tambour que celle où vous alliez, en entrant dans l'hôtel, je me suis pressée avec je ne sais quelle gaucherie dans la même alvéole de la porte à tambour que celle où vous alliez et j'ai failli heurter vos pieds. Puis, nous étions tous les trois, un peu avant le garçon, près de l'ascenseur, dans lequel vous deviez disparaître aussitôt et dont la porte était déjà ouverte. Vous aviez encore tenu un petit discours très fier au garçon, dont la résonance, quand je m'interromps, est restée dans mes oreilles. Vous ne vous êtes pas laissé convaincre facilement qu'il n'y avait pas besoin d'une voiture pour vous rendre à la gare toute proche. Sans doute pensiez-vous partir de la gare François-Joseph. Alors nous avons pris congé une dernière fois et j'ai évoqué de nouveau, d'une manière aussi maladroite que possible,
le voyage en Palestine en ayant l'impression à ce moment-là de l'avoir bien trop souvent évoqué pendant toute la soirée. Ce voyage que probablement plus personne ne prenait au sérieux, sauf moi. Tels sont incidemment, avec rien que de petites et négligeables omissions, même si elles sont tout de même nombreuses, tous les événements externes de cette soirée, dont je peux aujourd'hui encore me souvenir, après bien plus de 30 autres soirées que j'ai passées entre-temps dans la famille Broad et qui ont pu malheureusement brouiller maintes choses. Je les ai notées pour répondre à votre remarque que ce soir-là, on aurait peu fait attention à vous. Et aussi parce que j'avais déjà trop longtemps résisté à l'envie de transcrire un jour ces souvenirs d'une soirée dans la mesure où ils sont encore disponibles. Mais à présent, vous voyez avec effroi cette masse de papier couvert d'écriture. Vous maudissez d'abord la remarque que vous avez faite, qui est à l'origine de cela. Vous vous maudissez vous-même, celle qui doit lire tout cela, puis vous le lisez, peut-être avec une légère curiosité, quand même jusqu'à la fin, pendant que votre thé refroidit complètement. Et finalement, vous êtes de si mauvaise humeur que, pour tout ce qui vous est cher, vous jurez qu'en aucun cas vous ne voudrez compléter mes souvenirs par les vôtres. Ce en quoi, dans votre colère, vous ne considérez pas que compléter ne demande pas autant d'efforts qu'un premier écrit, et que vous me feriez une bien plus grande joie en complétant ce que j'ai réussi à obtenir avec cette première collection des matériaux. Mais à présent, vous désirez certainement que je reste vraiment tranquille et que je me contente de vous saluer très chaleureusement. Votre Franz K. Ce n'est toujours pas fini et même une question difficile. Combien de temps peut-on conserver du chocolat avant qu'il se gâte ?